Bonjour, alors c'est notre deuxième épisode qui est consacré à notre série spéciale fiscalité immobilière. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous renvoie en fait à cette introduction, parce qu'il s'agissait d'une introduction globale pour poser un petit peu les bases de la fiscalité immobilière, pourquoi elle est si importante aujourd'hui. Je reviens pas évidemment là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, on va parler de la location nue. Alors, l'intérêt, c'est que c'est peut-être, si je compare entre la location meublée et la location nue, c'est la fiscalité la plus simple, quoique parfois ça peut se relativiser, c'est une fiscalité qui est plus simple quand même que la location meublée. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le principe, il est aussi que quand on a bien compris comment fonctionne cette location nue, en général, on comprend bien ensuite les petites subtilités, parce qu'il y en a concernant la location meublée. Alors on verra que ces conséquences, ces choix fiscaux, est-ce que je fais de la location nue ou de la location meublée, ça a une incidence qui est assez importante. Ça a vraiment une conséquence majeure sur le montant de l'impôt à payer, mais c'est évidemment pas un choix exclusivement fiscal, faut toujours le rappeler, c'est-à-dire que quand on achète un bien immobilier pour le louer, c'est pas qu'une recherche efficiente en termes de fiscalité, c'est quand même avant tout le choix d'un bien immobilier, ce qui correspond à une attente du marché. Est-ce que je peux le louer à un prix correct, etc. Donc des considérations totalement immobilières, parce que selon moi, la fiscalité, si elle est liée, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc faut jamais oublier en fait ces fondamentaux qui sont purement des fondamentaux liés à des choix d'un immeuble au détriment d'un autre, etc. La location nue. Alors, si on avance maintenant un petit peu plus sur le fonctionnement de la location nue. Alors, il y a deux régimes. Il y a un régime allégé et puis il y a un régime réel, comme très souvent en fiscalité. Alors, le régime allégé, c'est le régime microfoncier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce régime microfoncier? En fait, on est au régime microfoncier à partir du moment où on est en dessous d'un seuil de 15 000 euros, c'est-à-dire quand le total des loyers encaissés à l'année est inférieur à 15 000 euros, on se retrouve au régime microfoncier. Ces 15 000 euros, ils s'apprécient sans les charges, c'est-à-dire c'est exclusivement le montant des loyers encaissés. Un petit problème par rapport à ça déjà, un premier problème, il va y en avoir un certain nombre, c'est que le seuil, il n'a pas bougé depuis 2011, donc ça fait un peu de temps quand même. Donc ça veut dire que les loyers augmentant, mécaniquement, on se retrouve, quand on est propriétaire bailleur, on se retrouve au-dessus de ce seuil de 15 000 euros. C'est clairement un seuil qui devrait être revalorisé parce que tous les ans, vous avez des propriétaires bailleurs qui en sortent. Bon, ça, c'est quand même le problème. Alors, les avantages et les inconvénients de ce régime micro. Côté avantage, le premier avantage, c'est une déclaration qui est extrêmement simplifiée. Et on sait très bien qu'il y a des propriétaires bailleurs qui aiment bien ce régime micro de la location nue, parce que elle leur permet en fait de refaire leur déclaration d'impôt sans trop se prendre la tête. Donc on calcule de la même manière son impôt à payer extrêmement facilement, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On prend le total de ses loyers encaissés, on applique un abattement de 30% qui correspond en fait à un forfait de charge, ce qui fait que je sais quel montant va être imposable. Pour le dire autrement, si j'encaisse 10 000 euros de loyer sur une année, abattement de 30%, ça veut dire que je vais ajouter 7 000 euros de revenus imposables au titre de ce régime micro. Donc je ne peux pas imaginer quelque chose de plus simple concernant le calcul de l'impôt. C'est vraiment, c'est ce que je viens de dire il y a 30 secondes, c'est vraiment le régime idéal quand je veux pas trop me prendre la tête, que je ne possède que un ou deux biens et que voilà, je veux rester dans une simplification. Alors les inconvénients, il y en a des inconvénients. Le premier, c'est que, c'est ce que je viens de dire, l'abattement il est faible, 30%. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible parce que si peu que j'ai des charges importantes ou des travaux exceptionnels une année,
les 30% me permettent pas, en fait, de prendre en compte la totalité de ces dépenses. Bon, donc là, dans ces cas-là, je suis tenté d'aller plutôt sur le régime réel. L'autre inconvénient, bah, c'est qu'il n'y a pas de déficit foncier. Évidemment, compte tenu de la manière dont l'impôt, enfin pas l'impôt, mais disons de la manière dont le revenu est calculé, bah, il n'est pas question ici de faire du déficit. Donc on est vraiment dans de l'ultra simplification de la détermination de mon revenu imposable. Donc premier point. Et deuxièmement, bon, ça tient la route que si j'ai un montant de charge globale qui est relativement faible. Et là encore, petite observation, quand on a vu ces 15 dernières années environ, l'augmentation assez importante quand même des charges liées au chauffage, dans des copropriétés notamment, bon, ce renchérissement des charges a entraîné le fait que, en particulier, bah, ces 30%, bon, ils sont pas suffisants en fait pour englober tout ça. Donc il y a beaucoup d'éléments quand même qui donnent pas spécialement envie de rester sous ce régime. Alors maintenant, on a le régime réel. Si vraiment je préfère aller dans ce système, alors parfois j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bah, quand j'ai des loyers encaissés à l'année supérieurs à 15 000 euros, bah, de toute façon, je ne peux pas rester au régime micro. Je suis obligé d'opter pour ce fameux régime réel. Alors le principe d'un régime réel, il est simple là encore. C'est les recettes moins la totalité de mes charges. Et je vais calculer, en fait, à ce moment-là, mon revenu imposable, recettes moins les charges. Alors, l'avantage dans l'allocation nue, c'est que c'est pas un régime fiscal très complexe du tout, sauf sur un certain nombre de points, et je vais y venir après, pour lesquels il faut être un petit peu attentif. Alors, comme je viens de l'indiquer, j'ai 2 possibilités de me retrouver au réel. Si j'ai plus de 15 000 € de loyer encaissé, ou alors si j'ai moins de 15 000 € de loyer encaissé et qu'à ce moment-là, je décide d'opter pour le régime réel. Alors, les charges déductibles. Les charges déductibles, vous voyez, il y a une petite nuance parce que toutes les charges ne sont pas déductibles. Certaines le sont, une majorité d'entre elles, d'autres ne le sont pas. Donc il faut faire un tri entre les charges déductibles et les charges qui ne sont pas déductibles. Alors heureusement, une grande partie des charges sont des charges déductibles. Alors je vais citer certaines d'entre elles, les plus connues, les plus importantes, tout ce qui est charges de copropriété. Concernant l'impôt, bah, la taxe foncière, alors ça c'est heureux qu'un propriétaire bailleur puisse déduire la taxe foncière qu'il paye et les inclure dans les charges déductibles compte tenu du montant de cette taxe foncière. Toutes les assurances, il y a les honoraires de l'agence si jamais je donne le bien à la location et tous les intérêts d'emprunt. Bon, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Alors maintenant, côté travaux. Bah, côté travaux, alors les impôts ont classé en fait les travaux dans un certain nombre de catégories. Il y en a 3. Alors la première, c'est les travaux de réparation et d'entretien. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, traitement du bois contre les insectes, un contrat d'entretien d'un ascenseur, refaire les peintures et les papiers peints de mon immeuble, enfin de mon bien immobilier que je donne à la location, la remise en état du gros œuvre, des canalisations, la remise en état de l'installation de chauffage, la remise en état de la toiture, remplacer la chaudière. Tout ça, c'est des travaux de réparation et d'entretien. Et en général, il n'y a pas trop de litige avec l'administration fiscale sur ce type de travaux. Il y a une autre catégorie de travaux, c'est tout ce qui est travaux d'amélioration, qui eux aussi sont concernés et sont considérés comme des charges déductibles. Alors, je vais en citer 3 pour donner un exemple. J'agrandis les fenêtres, j'installe des nouveaux sanitaires, je pose une nouvelle porte palière. Donc tout ça, c'est des charges déductibles. Je vais pouvoir les déduire donc de mes revenus, donc de mes loyers encaissés, et ça va venir réduire là de manière importante le montant de mon revenu imposable. Alors on en arrive au chapitre des interdictions. Donc oui, je ne peux pas déduire la totalité des charges déductibles et certaines d'entre elles, je ne pourrais pas le faire. Alors, si je prends les principales,
Déjà, j'ai pas le droit de, déduire la totalité des remboursements d'un prêt immobilier. Alors c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai le droit de rembourser? Je l'ai dit il y a quelques minutes, je n'ai le droit, de déduire, pardon, je n'ai le droit de déduire que les intérêts du prêt. Alors ça veut dire un truc, si j'ai le droit de déduire que les intérêts du prêt, quand les taux d'intérêt sont très faibles, bah, il n'y a pas un intérêt absolument, gigantesque à utiliser, cette disposition. En revanche, quand les taux sont plus élevés, bon, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant de le faire. Bon. Autre interdiction, c'est tout ce qui est travaux de construction et de reconstruction. Donc là, il est interdit, fiscalement de déduire ces charges. Alors ça, c'est bien embêtant parce que ça veut dire que si je suis dans une rénovation de très grande ampleur avec des travaux ou éventuellement, alors évidemment, je vais prendre un cas extrême, je prends un bien immobilier, je le démolis, je reconstruis derrière, y compris en réutilisant les matériaux de l'immeuble que j'ai détruit, je ne peux pas déduire fiscalement la totalité de ces travaux. Alors ça, c'est embêtant parce que bah, c'est évidemment les travaux les plus coûteux, c'est les travaux pour lesquels bah, j'aimerais a priori qu'ils soient pris en compte comme étant une charge déductible. J'ai une catégorie donc qui sont les travaux d'agrandissement. Alors normalement, les travaux d'agrandissement, là encore, bah, ils sont interdits. Mais il y a une petite subtilité quand même. C'est que parfois il faut faire la distinction entre des travaux d'amélioration et des travaux d'agrandissement et de reconstruction. Bah oui, c'est pas nécessairement évident face à des types de travaux. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'amélioration ou c'est de l'agrandissement? Bon. Et là, on voit bien que l'enjeu de faire cette distinction, bah, il est majeur, parce que si des travaux sont assimilés à de l'agrandissement ou de la reconstruction, eh ben, ils sont pas déductibles. Puis s'ils sont assimilés à des travaux d'amélioration, bah, cette fois, ils sont déductibles. Alors, les impôts, évidemment, ils ont une manière d'analyser tout ça. Ils partent du principe que quand la restructuration d'un bien est totale, c'est des travaux de reconstruction. Et là, c'est pas déductible. Alors, exemple, démolir un immeuble vétuste et le reconstruire. Ça, c'est pas déductible. Transformer des bureaux en appartements. Pas déductible. Parce que voilà qu'on peut être ça peut être ennuyeux cette histoire-là parce que ça va presque à l'encontre de cette incitation dont on entend parler largement depuis longtemps. Ouais, il faut transformer les bureaux, les locaux commerciaux en logements. Ça permettra de résoudre une problématique du logement. Bah oui, mais on voit que fiscalement là, les choses sont pas aussi simples. Transformer un grenier en appartement, pareil, c'est pas une charge déductible. Transformer un garage qui est en rez-de-chaussée en appartement, c'est pareil, ce n'est pas déductible. Et là, les exemples que je vous donne, c'est des exemples qui sont tirés de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des propriétaires bailleurs qui ont été confrontés en fait à ces travaux que je viens de signaler. Les impôts ont refusé en fait que ce soit des charges déductibles. C'est allé devant le tribunal administratif, parfois devant le Conseil d'État, et là, la jurisprudence a tranché, et dans les exemples que je viens de vous donner, la jurisprudence a tranché en faveur de l'administration fiscale. Alors, en revanche, quand la restructuration du bien immobilier n'est que partielle, on considère que ce sont des travaux d'amélioration. Et à ce moment-là, la charge est déductible. Donc on voit bien à quel point c'est une question qui est sensible, parce que c'est des travaux coûteux, et c'est des travaux pour lesquels eh ben, il risque d'y avoir une ambiguïté et une différence d'interprétation entre le contribuable, bon, c'est-à-dire le contribuable ici en l'occurrence c'est le propriétaire bailleur qui réalise des travaux, qui les fait peut-être de bonne foi, qui estime qu'ils sont déductibles, et puis en fait bah, la jurisprudence va lui dire qu'ils ne le sont pas. Donc vous voyez qu'il y a intérêt quand même ici à savoir où on met les pieds. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. C'est un arrêt du Conseil d'État de 1978. Alors, vous allez dire, oui, c'est un peu ancien. Bah oui, mais sauf que la jurisprudence, en fait, du Conseil d'État de 78, elle est toujours en vigueur. Voilà, elle a pas été balayée d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous rassure, je vais pas faire une analyse de jurisprudence, parce que derrière cet arrêt du Conseil d'État, il y a du très concret. Le très concret, on a des propriétaires bailleurs qui avaient étalé des travaux sur 4 ans.
pour eux, c'était des travaux d'amélioration. Et quand on regarde la liste des travaux, on se dit, bah oui, c'était des travaux d'amélioration. Ils ont finalement amélioré l'environnement de leurs locataires. Et leur point de vue est tout à fait défendable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réfection des sols, des planchers, des plafonds. Ils ont percé de nouvelles ouvertures. L'appartement, il est passé de 4 à 6 pièces. Donc on a rajouté des chambres supplémentaires. Et ces travaux d'agrandissement, parce qu'on parle quand même de travaux d'agrandissement, ils les ont réalisés en prenant sur d'anciennes annexes agricoles. Bon. Donc tout ça, c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, bah oui, mais ils ont fait des travaux qui ont permis quand même d'améliorer la situation de leurs locataires, leur bien vivre en fait. Alors ils intègrent tous ces travaux en charge déductible, ils le font pendant 4 ans, et puis au bout d'un moment, au bout de 4 ans, bah, les impôts disent bah, désolé, on viendrait examiner un peu tout ça, on refuse. Ah, ça crée un contentieux avec l'administration fiscale, ça va jusque devant le Conseil d'État, et là la conclusion du Conseil d'État est très intéressante. Parce que eux, le Conseil d'État part du principe qu'aucun de ces travaux n'est déductible, parce qu'en fait, ce sont des travaux d'amélioration qui ne constituent, qu'une faible part de l'ensemble des travaux réalisés et qui sont des travaux de reconstruction. Bon, alors là, le Conseil d'État a tranché, c'est fini, et ils ont tranché en faveur de l'administration fiscale au détriment du contribuable. Alors c'est pas toujours le cas, hein, faut pas imaginer que c'est systématique, que le Conseil d'État va dans le sens des impôts du tout. Hein. Il y a beaucoup d'exemples où en fait c'est le contribuable qui gagne sur les impôts, mais là ça n'a pas été le cas. Alors, conclusion de tout ça, enfin de cette jurisprudence du Conseil d'État. Alors, je vais faire une conclusion qui est pas ultra juridique, hein, mais c'est juste pour un petit peu me sortir de considérations qui seraient de l'analyse trop juridique. Donc, bah déjà, on se dit que les contribuables qui n'ont pas pu faire tous ces travaux, qui n'ont pas pu les considérer comme des charges déductibles, alors, bah, ils ont tout faux sur la rentabilité de leurs biens loués. Parce qu'on n'a pas les éléments, mais on se doute que, compte tenu de la liste des travaux réalisés qui n'ont pas pu être considérés comme des charges déductibles, quand ils ont calculé la rentabilité de leurs biens, clairement, elle s'est effondrée, voire elle a sans doute été négative. Pourquoi ils ont fait alors à ce moment-là ces travaux? Bon, non pas faire ces travaux, mais pourquoi ils les ont considérés comme des charges déductibles? Mais peut-être par méconnaissance des règles fiscales. C'est pas parce que ça veut pas dire qu'ils ont voulu truander, ça veut pas dire qu'ils ont voulu faire un pas de côté, un pas de travers pour en fait essayer de gruger les impôts. Non, pas du tout. Ils étaient sans doute de bonne foi. Enfin, je présume qu'ils étaient ici de bonne foi. Alors, faut pas non plus qu'on me dise que c'est un arrêt qui a une quarantaine d'années, il est vieux, etc. Il est toujours d'actualité. Cette jurisprudence est toujours applicable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une jurisprudence qui nous dit que quand on a un ensemble de travaux, si finalement la part belle elle est faite à la reconstruction, eh ben, les quelques travaux d'amélioration qui seront intégrés dans tous ces travaux, ben, ils seront pas déductibles. Alors la moralité de tout ça, la moralité de cet arrêt, en tout cas, il nous dit que la subtilité des règles fiscales, elle n'est pas à balayer, quoi. Il faut y faire extrêmement attention. Et qu'on voit bien qu'avant d'entreprendre des travaux importants, pour un bien qu'on loue, faut savoir où on met les pieds. Donc autant, vous voyez, c'est un peu à ça que je voulais arriver. On peut dire que pour une grande partie des charges déductibles, il y a pas de problème. Voilà, on sait que si je paye de la taxe foncière, ma taxe foncière, ça va être une charge déductible. Je sais que si j'ai des intérêts d'emprunt, je regarde les intérêts que j'ai remboursés sur une année pleine à ma banque, hop, je vais intégrer également ces intérêts remboursés, je vais les intégrer en charge déductible. Mais en revanche, vous voyez, sur cette petite part de travaux, qui sont des travaux d'amélioration, qui sont éventuellement des travaux de construction et de reconstruction, j'ai intérêt à mettre les choses à plat dès le départ et à faire extrêmement attention à leur qualification pour savoir s'ils vont rentrer dans une catégorie charge déductible ou charge non déductible. C'est là où
il n'est pas inutile parfois de se faire aider par un spécialiste qui saura apprécier les choses. Bon. Toujours dans cette grande question du régime réel, du régime foncier, la question du déficit foncier. Alors oui, là, il y a une mécanique qui est intéressante. C'est quand je suis au régime réel, je peux, si mes charges sont supérieures à mes recettes, je vais avoir du déficit. Qu'est-ce que je vais en faire? Déjà, premièrement, ça va me permettre de ne pas payer d'impôts sur mes revenus fonciers. Si j'ai du déficit, c'est logique. Mais ça va plus loin. Ce déficit foncier, je vais pouvoir, il va venir diminuer le revenu global du contribuable. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, le déficit foncier que je vais produire sur un bien pour lequel je réalise des travaux, il va venir éventuellement en diminution. Je ne sais pas moi, des revenus que j'ai, de mes revenus de salaire par exemple, de mes revenus sous forme d'honoraires, ça va venir les diminuer. Donc, cette diminution globale de mon revenu, grâce à mon déficit foncier, fait que je vais payer moins d'impôts. Alors, c'est pas si simple parce que on a encadré tout ça. C'est l'inconvénient de ce régime foncier, c'est qu'il est encadré. Alors, ce qu'on n'a pas éventuellement quand on part dans une fiscalité un petit peu particulière, qui est la fiscalité dans le cadre d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés. Mais ça, c'est un autre problème. On va pas prendre tous les problèmes en même temps. À chaque épisode suffit sa peine. Et là, vous voyez, il y a déjà quand même pas mal de choses à comprendre. Alors, première limitation, je peux pas diminuer mon revenu global de plus de 10 700 € par an. Voilà, ça, c'est limité. Donc, vous voyez, j'aurais une contrainte quand même ici. J'ai la possibilité d'étaler quand même le surplus pendant un certain nombre d'années. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai, je sais pas, moi j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai des travaux pour un montant global de 80 000 €, admettons, ça me fait un déficit foncier, je sais pas, je prends un exemple purement fictif, mais un déficit foncier de 60 000 €, je vais devoir étaler mon déficit foncier pendant un certain nombre d'années, puisque je ne pourrai pas l'utiliser à plus de 10 700 € par an. Alors on se dit, c'est pas inintéressant, il faut reconnaître que c'est plutôt intéressant. Par contre, il y a un autre revers de la médaille, un autre inconvénient, c'est qu'au bout de 10 ans, si j'ai pas utilisé la totalité du déficit foncier, il va être perdu. Donc, on voit que il y a une double contrainte sur le montant autorisé en termes sur ces fameux 10 700 € par an. Et deuxième contrainte, l'étalement, il pourra pas se faire au-delà de 10 ans. Alors, il y a 2 ans et demi, on a augmenté cette limite de 10 700 €. On l'a passée à 21 400 € exceptionnellement pour des travaux de rénovation énergétique. Et si ça entraîne une amélioration, et une amélioration assez sensible du classement DPE. Alors, j'en dis pas plus dans le cadre de cet épisode. Il y aurait beaucoup de commentaires à faire sur cette nouvelle manière, en fait, de calculer le déficit et finalement de doubler le montant qui peut être qui peut être enlevé du revenu global. C'est pas nécessairement un avantage, voilà, mais pareil, je ne veux pas alourdir les problématiques, il y en a déjà assez. Alors voilà, je suis un petit peu arrivé au bout de cette présentation que je voulais faire relativement simple de ce régime foncier. Je rappelle, l'objectif de cette série de 5 épisodes, c'est vraiment de comprendre les fondamentaux, de pas s'encombrer de règles trop complexes, parce que c'est un petit peu le risque en fiscalité, c'est d'aller trop loin et d'en oublier les grands fondamentaux. Alors, qu'est-ce que je peux dire en guise de conclusion sur ce régime fiscal de l'allocation nue? C'est un régime fiscal qui est plutôt solide. Solide parce que quand il y a eu des incertitudes, j'en ai cité une sur les travaux d'amélioration et la différence avec les éventuels travaux de construction et de reconstruction, on a une jurisprudence abondante qui date parfois de plusieurs décennies. Donc le cadre, il est carré, il est plutôt clair. C'est ça que j'appelle un régime fiscal solide, c'est qu'il existe depuis suffisamment longtemps
pour que on ait pu le commenter, qu'il y ait eu du contentieux et que ce contentieux ait amené à des réponses quand même fiables. Ça, c'est toujours intéressant. Il est stable. Il n'y a pas eu de changement majeur ces dernières décennies. Je vais jusque-là. C'est-à-dire que les grands fondamentaux de ce régime fiscal, de l'allocation nue, ils sont connus, archi connus, maîtrisés depuis très longtemps et ils ont peu évolué. Mais clairement, aujourd'hui, c'est un système qui est inadapté. Il est inadapté parce que le seuil de 15 000 €, il est trop faible. Il faudrait vraiment le revaloriser pour le rendre beaucoup plus attractif. Et à l'heure où on s'interroge, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas assez de locations nues en France, et dans certaines villes, c'est dramatique, eh ben peut-être que là, ce sera un levier d'action d'augmenter ce seuil de 15 000 € pour en fait rendre cette location nue plus attractive. Ah, il faudrait en même temps que l'abattement de 30%, il soit aussi revalorisé parce qu'il est aussi trop faible. Est-ce qu'on pourrait pas aussi en location nue permettre au propriétaire bailleur d'amortir son bien? Alors, j'en parle pas aujourd'hui dans cet épisode. Dans le prochain épisode, quand je vais parler de location meublée, je vais vous parler d'amortissement du bien immobilier. Vous allez voir, c'est un peu une martingale, l'amortissement du bien immobilier. C'est un peu la poule aux œufs d'or. Bon, pour prendre des termes un petit peu imagés que j'aime pas spécialement, mais vous allez voir que l'amortissement de son bien immobilier qu'en fait la location meublée, il permet quasiment de ne pas payer d'impôts. Et en partie, si aujourd'hui on a beaucoup de locations meublées, qu'on en a trop, faut être honnête aussi là-dessus, c'est en grande partie parce qu'on a une fiscalité de la location meublée qui est hyper attractive, qui est trop attractive en fait. Ah bah, peut-être qu'un des moyens, ce serait justement de rendre la fiscalité de la location nue beaucoup plus attractive qu'elle ne l'est pour rééquilibrer les choses. Alors, pour autant, pour pas rester sur une note négative, hein, quand même, cette location cette fiscalité de la location nue, elle a un gros avantage, c'est que dans 95% des situations, elle est plutôt simple à calculer. Voilà, charges courantes hein, qui sont pas complexes. Donc finalement, si on réalise jamais de travaux très importants comme ceux que j'ai signalés à un moment donné, bon, on va pas être confronté à des difficultés d'interprétation majeures. C'est un régime, en fait, qui est tout à fait adapté et à la portée d'un particulier, un particulier un petit peu curieux quand même, qui s'intéresse à faire sa déclaration d'impôt. Il peut y arriver, hein, voilà, faut pas, on n'a pas nécessairement besoin d'un comptable quand on fait de la location nue, y compris si on est dans le cadre d'un régime réel. L'autre intérêt, c'est que c'est a priori, hein, évidemment, je raisonne toujours avec des pincettes hein, sur ces questions-là. Il n'y a pas trop de risque de changement majeur sur la question de la fiscalité de la location nue dans les mois à venir. Alors contrairement à la location meublée où là, ouais, on est un peu dans l'incertitude. Donc c'est quand même en fait un avantage. Voilà. Bien, alors on a fait le tour hein, de cette question, vous voyez, en 25 minutes à peu près, c'est assez rapide. Alors il y aurait, attention, j'en suis conscient, il y aurait d'autres choses à ajouter, à préciser, mais vous avez bien compris l'objectif de cette série de 5 épisodes. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, ou regardé, hein, si vous avez regardé l'équivalent de cette vidéo sur YouTube. Voilà. Alors, pour conclure, 2 petites choses. La première, vous avez tout à fait la possibilité, alors soit dans les commentaires de l'épisode, soit dans les commentaires de la vidéo YouTube, soit en me contactant sur LinkedIn, en me contactant sur Instagram, vous pouvez me poser des questions liées à la fiscalité immobilière. Alors, je commence à en engranger un certain nombre et je consacrerai un épisode complet pour répondre à vos questions. Ça peut être intéressant. Deuxième élément que j'ai indiqué aussi dans chaque épisode, ces épisodes feront l'objet d'une synthèse écrite globale sous forme d'un e-book. Cet e-book, il sera disponible vers la mi-septembre. D'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire. Alors, il y a les indications dans les notes de l'épisode, dans les notes de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire. Hein, il suffit de m'indiquer votre adresse mail et je vous l'enverrai gratuitement quand il sera disponible. J'insiste bien, hein, gratuit, j'ai rien à vendre. Hein, donc, vous pouvez y aller en toute sécurité.
Voilà. Eh bien, je vous remercie et puis, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et à très bientôt.